Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce nouvel épisode du Fond de l'Info qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Au programme de ce nouveau numéro, nous reviendrons sur le conflit israélo-palestinien qui s'invite en France, divise profondément la classe politique et menace de faire exploser la NUPES. Le point de départ de la discorde, c'est l'offensive d'ampleur menée par les forces armées du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et qui a causé plus de 800 morts civiles et militaires et 2600 blessés. L'attaque a été immédiatement suivi d'une contre-offensive israélienne qui se poursuit et l'état de siège de la bande de Gaza privée d'eau et d'électricité. On déplore 687 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza et plus de 3700 blessés. Emmanuel Macron a très vite fermement condamné les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël, rappelant à chacun l'importance de condamner sans équivoque les attaques terroristes menées contre Israël. Depuis l'Allemagne, le chef de l'État a encore tenu à, je cite, réitérer notre solidarité à Israël. Aujourd'hui, Israël assure sa défense au moment même où Israël est encore touché par des frappes. Et donc, comme nous l'avons dit, nous soutenons ces opérations de défense et nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes terroristes qui se sont produits et continuent de se produire. Les prochains jours, je l'espère, permettront de mettre fin à toute attaque contre le territoire d'Israël, à la libération des otages et à la clarification de la situation. Même soutien inconditionnel pour Ciotti, Le Pen et Zemmour, qui a été chaleureusement accueilli hier au rassemblement en soutien à Israël, organisé notamment par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Les députés d'extrême droite étaient également plus que bienvenus, entre selfies et poignées de main. À gauche, le conflit israélo-palestinien divise et la position de la France insoumise suscite de vives critiques au sein même de la NUPES, accusée tantôt de justifier, tantôt de relativiser l'offensive du Hamas. La première ministre est allée jusqu'à dénoncer une forme de complaisance de la LFI, tandis qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, a déclaré suivre Jean-Luc Mélenchon est une impasse. C'était vrai hier, ça l'est aujourd'hui. Madame Borne a-t-elle profité de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre la LFI, comme l'estime Jean-Luc Mélenchon, et plus globalement pour saboter la NUPES? L'union de la gauche résistera-t-elle à ces nouvelles stratégies de division, ou bien le doux rêve d'une gauche unie est définitivement compromis? On en parle avec notre binôme du jour, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, et Paul Hellec, analyste politique pour le Média. Avant de les accueillir, on vous rappelle, chers soutiens, que la rentrée du Média saison 7 se fera à la télévision dès le 20 octobre. C'est un défi, un chantier immense. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, car vous le savez, le Média est porté, financé par son audience. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don, partagez le lien de la cagnotte autour de vous sur vos réseaux et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui, soyez-en sûrs, révolutionnera la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à celles et ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement, à contre-courant des récits de connivence avec les intérêts des milliardaires. On compte sur vous. Bonjour Paul, bonjour Mathieu. Bonjour Nadia, bonjour. Avant de parler des divisions à gauche que suscite le conflit israélo-palestinien, j'aimerais vraiment qu'on revienne ensemble sur les déclarations d'Emmanuel Macron, qui n'a pas eu un mot en faveur de la désescalade et de la paix. Oui, alors, la première réaction d'Emmanuel Macron, pour moi, était la bonne, c'est-à-dire d'exprimer son effroi et de condamner l'attentat terroriste du Hamas. Donc là-dessus, c'est tout à fait attendu de sa part, et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a fait ce qu'il fallait faire en tant que président de la République. En revanche, il est vrai que du point de vue de la suite, c'est-à-dire de la réponse d'Israël, des annonces qui ont été faites, des mots très durs qui ont été employés notamment par le ministre de la Défense sur Gaza, sur la riposte, en parlant notamment, ce sont des animaux, en entretenant l'ambiguïté sur est-ce qu'il parle du Hamas ou est-ce qu'il parle des habitants de Gaza. Là-dessus, on aurait aimé entendre le gouvernement. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est très timide par rapport à ça. Je pense qu'il considère qu'il faut un soutien plein et entier à Israël, y compris dans la riposte, même s'il a quand même rappelé qu'il fallait préserver le droit humanitaire, notamment des populations civiles. Donc il a fait un petit peu le minimum syndical de ce point de vue-là. Mais en effet, ce n'était pas assez. Et j'ajoute une chose, c'est que
ce matin, Olivier Véran était interrogé, donc un des porte-parole du gouvernement et ministre, était interrogé sur justement la question de la riposte d'Israël et l'impact que ça pouvait avoir sur les populations civiles. Et il a tenu cette phrase incompréhensible. Il a dit « Il ne m'appartient pas de commenter la riposte d'Israël ». Or non, au contraire, c'est tout à fait le rôle du gouvernement français de dire quelle est sa position par rapport à la manière dont Israël va riposter, notamment au regard du droit international. C'est quand même quelque chose de fondamental. Par ailleurs, la France a fait savoir aujourd'hui qu'elle était contre, je crois, le fait que l'Union européenne coupe ses aides, en tout cas provisoirement, ses aides financières. Parce que le Danemark et l'Espagne ont manifesté leur désaccord. Mais là aussi, Luxembourg aussi. Voilà, mais là aussi, c'était timide. Il aurait fallu, je pense, une voix beaucoup plus forte pour rappeler le soutien aux populations de Gaza. Donc, voilà ma réaction par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Une dernière chose, je trouve que au sein de la majorité, le président le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlanges, était hier sur France TV Info, et a tenu un discours que je trouve parfait, c'est-à-dire à la fois en condamnant sans ambiguïté l'attaque terroriste du Hamas et en même temps en s'inquiétant énormément des conséquences de la riposte disproportionnée israélienne, et notamment en ayant ces mots, qu'est-ce que veut dire couper l'électricité, les vivres du côté israélien pour la population de Gaza, si ce n'est potentiellement la disparition de 2 millions de personnes. Et ça, c'est Jean-Louis Bourlanges, un modéré libéral qui n'est pas du tout de gauche, qui a tenu ce discours et qui fait partie de la majorité. Donc ça, il faut le saluer. Moi, je salue cette prise de parole de Jean-Luc Bourlanges, et j'aurais aimé que le gouvernement tienne un discours un peu plus fort qui se rapproche de celui-là. Oui, c'était peut-être le rôle du président de la République, effectivement, de tenir ce type de discours. Paul Hellec. Moi, je pense que les déclarations d'Emmanuel Macron illustrent le fait qu'il y a eu un tournant diplomatique dans la politique française sur la question israélo-palestinienne, que ce tournant, il est, on va dire, identifiable à la présidence Sarkozy, et qu'en rompant avec la position, on va dire, gaulo-mitterrandienne, qui avait voulu faire valoir et le droit international et une politique de non-alignement, ayant pour but de faire respecter l'existence de 2 États, on a systématiquement mis en avant la sacralisation du droit d'Israël à se défendre. C'est les formules qu'utilisaient les États-Unis bien avant la France, et que la France a reprises à son compte, et qui consiste à dire et à faire croire que Israël est un pays agressé. Or, et c'est un des problèmes principaux dans ce conflit, même si le terme n'est sans doute pas approprié, c'est le fait que vous avez un renversement de perspective dans lequel un État colonial qui viole le droit international depuis des années, qui s'est créé sur l'exil et le nettoyage ethnique d'une population installée sur le territoire dès 1947, l'exil de millions de personnes et de réfugiés qui sont condamnés à exiger un droit au retour qui n'a jamais sonné comme quelque chose de concret depuis des années. Et donc, dans ce contexte, réécrit comme une puissance agressée, parce que le soutien inconditionnel à Israël, qui est exprimé par un certain nombre de pays du monde occidental, se présente en fait comme une justification du suprématisme colonial israélien, qui considère finalement que les vies des Palestiniens n'ont absolument aucun poids. Je rappellerai que le contexte est difficile parce que l'éruption de la violence est terrible. Personne ne doit se satisfaire de voir des victimes humaines, civiles ou militaires. Néanmoins, et je pèse mes mots en disant ça, vous êtes dans une difficulté particulière. Réécrire l'histoire d'Israël comme un pays agressé, c'est aussi faire oublier que l'ensemble des solutions alternatives à l'expression de la violence ont été retirées aux Palestiniens. Sur le plan diplomatique, quand les Palestiniens ont fait reconnaître l'État de Palestine à l'UNESCO ou dans d'autres organisations unisiennes, les États-Unis sont sortis et ont coupé les financements. Lorsque la société civile palestinienne s'est organisée de façon non violente en proposant une campagne de boycott des investissements sanctions, la campagne BDS, elle a été criminalisée non seulement sur place, mais également dans un certain nombre de nos pays. Et la France a tenté de criminaliser et de condamner les militants de ce mouvement. Lorsque les rapports de force économiques, politiques, militaires sur place ne s'expriment que sous la forme d'un rouleau compresseur qui écrase un peuple qui est appelé à mourir en silence par la diplomatie occidentale, vous êtes dans une situation où, à mon avis, le rôle d'un pays qui se targue de défendre les droits de l'homme, ça n'est pas de réécrire la position de l'État colonial israélien en un État victime d'une agression, mais d'un État qui, poursuivant un projet colonial, s'oppose à des groupes armés qui agissent
au nom du peuple palestinien. Et la question ensuite de savoir si le peuple palestinien les soutient ou non, etc., est une question que les Palestiniens trancheront et qui ne doit pas être tranchée de l'extérieur. Effectivement, on a peut-être tendance à oublier le contexte dans lequel les attaques du Hamas sont arrivées. En tout cas, côté palestinien, il y avait eu de nombreux épisodes de violence et d'humiliation. On se souvient de ces pogroms, donc de ces attaques violentes qui avaient été menées par des colons israéliens, notamment à Jénine. Donc c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global. La question en fait qui se pose aujourd'hui, et c'est la question qui a été encore posée à Mathilde Panot en conférence de presse, et c'est ce qui divise au sein de la gauche. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ou bien un mouvement de résistance? On vous écoute, Mathieu. En fait, moi, si vous voulez, c'est tout à fait exact qu'il y a eu un revirement diplomatique depuis Sarkozy, que c'est vrai que la position de François Mitterrand et de Jacques Chirac était beaucoup plus équilibrée sur ce sujet-là, c'est incontestable, et vous avez bien fait de le rappeler. En revanche, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que, et ça m'amène à ce sujet, c'est que là, non seulement Israël a été agressé, mais c'est pas Israël qui a été agressé, c'est un attentat terroriste qu'on a tous vu de nos yeux. On a vu toutes les images sur les réseaux sociaux qui sont des images qui crèvent le cœur, qui sont des images épouvantables où des civils, des innocents israéliens ont été massacrés. C'est notamment dans cette rave party, c'est l'équivalent du Bataclan, si vous voulez, c'est-à-dire des innocents qui se sont fait massacrer par des membres du Hamas et de manière absolument aveugle et avec une barbarie sans nom. Il y a eu également des kidnappings de familles et d'enfants. Donc, je veux dire, c'est de ça dont on parle. Et ce que je dis encore une fois, et ça va m'amener après au sujet de LFI et de Mathilde Panot, c'est que c'est le point de départ, ça. Il est fondamental. Ce n'est pas le point de départ. Des enfants sont kidnappés par les soldats israéliens chaque jour en Cisjordanie pour les mettre en prison. Justement, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je finis juste mon raisonnement. Je finis mon raisonnement. Il y a un désaccord sur le point de départ. On va y revenir. C'est le point de départ. C'est le point de départ dans l'actualité là maintenant. Il faut condamner. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il faut condamner absolument sans aucune ambiguïté ce drame et cet attentat. Et après, évidemment, il faut recontextualiser. Évidemment qu'après, il faut faire ce que vous avez fait. Je ne le dirai pas avec vos mots, mais évidemment, rappeler des injustices que vivent les Palestiniens, rappeler la situation humanitaire à Gaza, la manière dont Israël, en plus, se radicalise de plus en plus, la manière dont le gouvernement d'extrême droite aujourd'hui, avec des ministres ouvertement racistes, aggrave la situation, déshumanise les Palestiniens, déshumanise les habitants de Gaza, en Cisjordanie, des colonies qui s'installent de plus en plus, etc. Évidemment qu'il faut parler de ça. Je suis le premier à le dire et à m'opposer à cette politique-là. Mais en revanche, on a eu affaire là à des attentats terroristes épouvantables qui sont non seulement évidemment des attentes au droit international, mais on parle, là on est dans la barbarie, on est dans l'atteinte à notre humanité commune. Et ça, il est important de le dire. Et j'en viens donc à la réaction de Mathilde Panot et peut-être même au communiqué de LFI. Moi, cette réaction et le communiqué de LFI m'ont choqué. Je pense que non seulement c'était... Qu'est-ce qui vous a choqué dans le communiqué de la LFI ? C'était choquant moralement et je pense que c'est une grave faute politique. Moi, le communiqué de LFI, je l'ai devant mes yeux. Donc, l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la police d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Est-ce que vous êtes d'accord sur le contexte ? Non, attendez, parce que je veux commenter. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Moi, cette entrée en matière me choque. Il n'y a pas attentat terroriste. On doit commencer par l'attentat terroriste, la manière dont on a vu toutes ces images, les femmes violées, les femmes massacrées, les personnes massacrées, et ensuite rappeler le contexte, évidemment, dans un second temps. Mais le premier temps, c'est-à-dire le message d'émotion et de rappeler que le Hamas est une organisation terroriste, qu'elle a mené un acte qui est contraire à tout principe humain et qui est un attentat terroriste qui est l'équivalent pour Israël, c'est un 11 septembre pour Israël, si vous voulez, d'une certaine manière. J'aurais aimé, moi, le lire, notamment pour une organisation de gauche, sachant que pour les autres organisations de gauche, c'était dans leur communiqué. Et donc ça m'a choqué parce qu'au fond, on avait l'impression que cet attentat, en fait, était quelque chose qui n'était même pas un attentat, mais une action armée contre des Israéliens, etc., etc. Non, c'est un attentat terroriste très grave. Et
encore une fois, évidemment qu'il faut recontextualiser derrière. Et encore une fois, expliquer n'est pas justifier. Évidemment qu'il y a un travail d'explication derrière à mener, etc. Mais moi, je trouve que les mots n'étaient pas les bons. Et quand Mathilde Panot, ce matin, refuse de qualifier le Hamas, qui est une organisation fasciste, terroriste, qui est en plus, anti-progressiste à tous les niveaux. Voilà, c'est une organisation épouvantable. En tout cas, la branche armée du Hamas. La branche armée du Hamas, et puis le Hamas de manière générale, moi, j'ai pas Parce peur de le dire. La branche politique du Hamas reconnaît Israël aujourd'hui. Et il faut, en effet, mais dans la charte du Hamas, dans la charte du Hamas au départ, il y a des mots antisémites épouvantables. Il y a l'appel à la destruction d'Israël, etc., etc. Donc, ce que je dis, c'est que quand Mathilde Panot ne dit pas que le Hamas est une organisation terroriste, on a un problème, ça n'est pas possible. À gauche, il doit y avoir une intransigeance par rapport à ce type de choses. Et encore une fois, dire ça n'est pas du tout défendre le gouvernement israélien. C'est ça que je dis. On peut tout à fait s'inquiéter, comme Paul l'a fait, de cette dynamique coloniale et répressive israélienne, tout en rappelant que le Hamas est une organisation terroriste. Et je rappelle d'ailleurs qu'en Palestine, il y a un certain nombre à Gaza, il y a un certain nombre de gens qui ont manifesté contre le Hamas. Le Hamas est extrêmement décrié à Gaza. Donc, je trouve que LFI n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des réactions après qui ont été meilleures. Manuel Bompard a été meilleur le lendemain, a condamné fermement, etc., etc. Mais enfin, je trouve que moi, personnellement, j'ai été choqué. Je pense que c'est une faute politique qui, en plus, a ouvert la voie à toutes les critiques derrière qu'on a entendues. Alors, avant d'entendre Paul Hellec, on va peut-être regarder les images de cette conférence de presse que, d'ailleurs, Mathilde Panot a fini par quitter. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de. On va s'arrêter là. Paul, je te propose peut-être de revenir sur ce point de désaccord entre vous deux. Quel est le point de départ de cette violence qui se poursuit aujourd'hui en Israël et en Palestine? Ce serait extrêmement difficile de désigner un point de départ. Mais déjà, le point de départ ne peut pas être les événements du 7 octobre. Déjà parce que depuis le début de l'année, avant les événements du 7 octobre, plus de 200 Palestiniens avaient perdu la mort. Dans l'indifférence totale de la même communauté internationale qui nous appelle à brandir le droit international, une espèce de mission donquichotiste où on va venir agiter des moulins à parole devant la mort d'individus quotidiens. J'ai vécu moi-même 2 ans sur place. Je ne compte pas le nombre de jeunes gens et de jeunes femmes qui sont mortes du fait des situations d'occupation en Cisjordanie où je résidais dans la ville d'Al-Khalil à Hébron. Le point de départ ne peut pas être ça. Alors bien sûr qu'il y a un refus de regarder le point de départ de 47, à savoir l'organisation de la partition du territoire et le développement du projet colonial israélien. Je suis choqué en fait par ce qui est dit parce que, pareil, cette position qui consiste à réécrire le mouvement national palestinien en organisation terroriste, c'est une proposition qui a été faite par le gouvernement israélien dès 2001. Ariel Sharon, Premier ministre à l'époque, criminel de guerre notoire comme une grande partie des dirigeants de l'État israélien, du fait de leur carrière militaire, avait déclaré « Nous avons, après le 11 septembre, nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Yasser Arafat ». Yasser Arafat qui effectivement combattait avec le Fatah les armes à la main. Et qui a été par ailleurs sauvé du siège de Beyrouth en 1983 par le président Mitterrand, considérant donc peut-être à l'époque que la reconnaissance d'un mouvement national dans son droit à refuser sa situation d'occupation exigeait de comprendre l'état des forces sur place. La réécriture est d'autant plus facile que, effectivement, aujourd'hui, les factions palestiniennes sont menées par le Hamas, une organisation islamique revendiquée comme telle. Hamas, ça veut dire ferveur, mais c'est l'acronyme de Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya, mouvement de la résistance islamique. Néanmoins, l'ensemble des factions palestiniennes, y compris des factions nationalistes ou des factions communistes, je peux penser au FPLP, au FDLP, qui sont des organisations historiques des mouvements palestiniens, participent de cette bataille, ou ont pris position dans cette bataille. Et cette réécriture pose des vrais sujets de discussion. D'abord, la question du terrorisme. Bien sûr que le terrorisme est un phénomène existant, personne ne peut le nier. Il est conçu à la base comme une tactique utilisée dans un certain nombre de contextes,
dans des contextes de guérilla, dans des contextes décoloniaux, et qui vise à terrifier une population civile, à utiliser des moyens militaires à des endroits de la société moins défendus, et qui consiste à éviter la confrontation armée dans une situation d'inégalité des rapports de force militaires. Bien entendu, en ce sens, on peut parler d'actes terroristes. Néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opération qui vise à organiser le terrorisme comme un concept insignifiant vide dans lequel on peut tout justifier, qui sert à désigner l'ennemi et à l'assassiner sans aucune règle de procédure du droit international, qui protège également, lorsqu'il reconnaît des situations de conflits armés non internationaux, les combattants des deux côtés. Il vise à faire des parallèles choquants, ça a été dit, le 11 septembre et le Bataclan, avec des organisations très différentes. Rien que du point de vue de la composition idéologique, je suis désolé, je ne suis pas l'avocat du Hamas, mais le massacre de on va laisser personnes à la rave party n'est pas comparable. On va laisser Paul peut-être clarifier son propos, s'il vous plaît. Donc, le massacre de toute personne, je vais le redire pour que ce ne soit pas, me soit pas reproché, est un drame que je ne considère pas comme être une option politique viable ou qui puisse amener vers la paix. La question, c'est que faire un parallèle entre des organisations djihadistes que l'on peut placer, Al-Qaïda, Daesh, et l'organisation nationaliste islamique qu'est le Hamas, est une faute d'analyse qui est produite dans l'émotion actuelle pour pouvoir en fait justifier le massacre programmé de Gaza qui a lieu en ce moment même. Mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails, tous les mouvements décoloniaux ont été produits comme organisations terroristes. Le FLN algérien l'a été et il a tué des civils parce qu'il n'existe aucune situation coloniale où les colons ont accepté les droits des populations occupées par la bonne volonté ou l'existence d'un droit international. Je veux finir sur cette question de définition du terrorisme. Je n'ai pas fini. D'abord, si on voulait être précis historiquement, on peut dire que certains groupes dans la bande de Gaza sont affiliés aux organisations djihadistes internationales comme Daesh, par exemple Jaish al-Islam et un certain nombre de groupes de Moudjahidines qui ont été combattus fermement par le Hamas dans la bande de Gaza, par une concurrence à l'intérieur de leur espace idéologique qui est l'islamisme politique et que personne ne nie. Deuxièmement, si nous avons une vision du terrorisme qui consiste à dire qu'il s'agit d'actions de terreur de masse sur les populations, chose à laquelle je reconnais volontiers le terme de définition, alors il faudrait définir la politique israélienne comme la politique d'un État terroriste qui a systématiquement utilisé de cette même violence en profitant de la situation d'impunité qui a été construite par le soutien inconditionnel du monde occidental à son action. Et encore une fois, à la fin, bien entendu que la situation détestable et les actes de barbarie, que vous avez utilisé le terme, qui ont eu lieu, sont détestables. La question qui est posée, c'est dans un contexte colonial dans lequel un peuple essaye de faire valoir ses droits, la situation qui est posée pour eux est la suivante en Palestine. Soit on exige des Palestiniens qu'ils meurent en silence, c'est-à-dire que l'ensemble de leurs opérations diplomatiques, politiques, culturelles ont été réprimées, que l'ensemble des propositions qu'on leur a faites, c'était soit de mourir en silence, soit de faire semblant d'attendre que la communauté internationale réalise enfin un droit international qui n'a jamais été appliqué parce qu'il n'y a jamais eu aucune volonté de le faire, et dans une situation où pendant 40 ans, en fait, depuis Oslo, on a fait semblant de croire qu'il y avait un soutien quelconque à leur possibilité d'exister, soit on les met face au fait que, du fait de leur utilisation illégitime de la violence, ils doivent subir un massacre supplémentaire de leur population. Et cette situation est inacceptable. Si c'est exactement ce qui est dit, on demande aux Palestiniens de ne rien faire. Parce que quand ils ont fait des mouvements non violents, on les a condamnés. Quand ils ont proposé des solutions diplomatiques à l'ONU, ils ont été condamnés. Quand Israël les assassine, les emprisonne sans forme de procès, colonise, spoil leurs terres, organise la dépossession systématique des terres et de leurs possessions et de leurs biens matériels, il ne se passe rien. Donc, on exige qu'ils meurent en silence. Je considère que je ne suis pas légitime, moi, c'est la seule chose que je dis, je ne suis pas légitime, moi, pour exiger du peuple palestinien qu'ils meurent en silence, et je ne suis pas légitime à leur dicter la manière de la façon dont ils veulent organiser ce qu'ils nomment résistance, parce que dans un conflit colonial, le peuple colonisé a les droits de se défendre contre la situation qui le international qui le prévoit. Non, pas selon Mathieu Stamart. Non, on n'a pas le droit de se défendre par tous les moyens possibles. La fin justifie tous les moyens. Ça, c'est la mort de l'humanisme et c'est la mort des idéaux progressistes. Et quand on mène un combat
aussi légitime que celui des Palestiniens, qui est celui de l'autodétermination et d'avoir une terre et d'avoir un pays, justement, on ne peut pas mener des attentats meurtriers qui visent des civils et on ne peut pas encore moins justifier ça en disant de l'autre côté ils font ça. Non, mais ça, je ça, ne justifie n'est rien. pas. Je dis juste que je c'est la parle pas de situation vous. telle Je parle qu'elle pas est de vous. sur place. Attendez, C'est je des parle mots pas de et eux, vous. ils ont des morts. Je C'est parle ça la pas- situation. Je ne parle pas de vous spécifiquement, je parle globalement du débat qu'il peut y avoir à gauche sur ce sujet-là. La fin ne justifie pas tous les moyens. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux certains à gauche parler de résistance à propos du Hamas, et à propos de cette action... Vous parlez du NPA, par exemple. Le NPA a fait un communiqué épouvantable qui est pour moi disqualifiant quand on est un mouvement de gauche. La résistance française ne violait pas les femmes civiles allemandes. La résistance française ne massacrait pas des civils. La résistance française ne kidnappait pas des enfants. Donc ça, c'est important de le dire. Vous parliez du FLN. Bon, le FLN a commis des actes... Pardon, mais l'armée israélienne kidnappe des enfants. C'est aussi une réalité. Oui, non, mais encore, voilà, encore là, une vous fois, parlez pour les deux. encore une fois, on parle des deux camps, là. Non, mais Encore eux, une ils ont le fois, droit. C'est encore ça la une question. fois. C'est qu'eux, ils ont le droit parce que l'impunité qui a été Encore une construite fois, fait qu'ils ont le droit de encore faire une fois, ça. C'est pas grave. L'armée israélienne a commis des actes épouvantables. Israël mène une politique épouvantable à l'encontre des Palestiniens. Je le Et dis, qu'est-ce je que le vous répète, proposez etc. à part des mots Je pour dis les ça, Palestiniens? je C'est dis- ça je la dis question. simplement, mais Qu'est-ce qu'on propose à part des mots? Ça, c'est un autre débat. Vous avez Mais non, raison c'est de pas un autre c'est débat, débat. c'est Et le vous avez débat. raison de le On posera poser. la le débat. question à la Mais fin, Mathieu Slamas, s'il vous plaît. ce n'est pas ça la résistance. Et dire que le terrorisme, des attentats comme celui-ci pourraient être de la résistance, c'est nier absolument tous les mouvements d'émancipation et décoloniaux et contre la colonisation qui ont été menés. Le FLN, qui a commis d'ailleurs des actes qui sont tout à fait répréhensibles, était un mouvement, je rappelle, progressiste socialiste. Ça n'était pas un mouvement fasciste comme le Hamas. Le FLN a d'ailleurs été défendu en France par Gisèle Halimi, qui est elle-même une grande défenseuse des droits et du progressisme. Des Donc actes encore une fois, terroristes ont été provoqués par toutes les factions palestiniennes, y compris celles qui se revendiquent de la gauche. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne comparons pas l'incomparable. Pourquoi rentrer dans cette rhétorique du alors eux ils font ça donc pourquoi non? Mais ce n'est pas la Enfin, cette rhétorique. indignation Vous avez sélective et raison, la mais condamnation Ce n'est pas sélective. la rhétorique. Je dis Là-dessus, on est juste que complètement historiquement, d'accord. le mouvement Là-dessus, palestinien était conçu là-dessus, comme un mouvement de lutte qu'il y ait- nationale. Attendez, Et que c'est pour ça que Arafat, quand il avait des armes, il n'a n'a pas été attaqué par la communauté internationale. qu'il y ait une instrumentalisation de certains et de qualifier de terroristes tout ce qui considérait pour le peuple palestinien à se défendre, qu'il y ait une diabolisation dans le débat politique de toutes les positions qui sont pro-palestiniennes, on est complètement d'accord là-dessus. Et encore une fois, en plus, ça s'aggrave depuis un certain nombre d'années, voire de décennies dans le débat public. Mais encore une fois, ne rentrons pas dans le piège qui serait de dire, finalement, comme il y a un deux poids deux mesures dans le débat public, eh bien, finalement, on en serait presque à ne rien dire sur des massacres perpétrés par le Hamas. C'est ça, moi, que je dis qui est dangereux. Chaque vie vaut une autre vie. Mais c'est ce qui est écrit dans le communiqué de la France Insoumise. Et nous devons être intransigeants là-dessus et ne pas tomber dans ce piège. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nous pensons pour toutes les victimes. Si ce n'est pas une condamnation, c'est insuffisant pour vous, ça. C'est insuffisant parce que c'est à quelques heures après mais l'attentat. c'est insuffisant parce que quelques heures après l'attentat, le terme attentat, terrorisme n'est même pas mentionné dans ce communiqué. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, après, la France Insoumise a tenu un discours, je trouve, qui était meilleur, même si Mathilde Panot refuse de qualifier le Hamas de terroriste, qui est pour moi un scandale. Parce que le communiqué de la France Insoumise, comme le communiqué du NPA, sont lus avec les nouvelles lunettes de la géopolitique actuelle qui refusent de comprendre l'inscription du mouvement palestinien dans un mouvement de libération nationale décoloniale. Le rapport, c'est que quand Arafat, quand les factions palestiniennes, vous disiez mais c'était différent pour le FLN, c'était des factions progressistes. Le Front populaire de libération de la Palestine, organisation revendiquée comme marxiste-léniniste, plus socialiste, on meurt. Organise également des actes terroristes, comme toutes les factions palestiniennes l'ont fait, comme le Fatah l'a longtemps fait, y compris pendant la seconde intifada, et malgré le fait qu'ils ont été jugés un interlocuteur légitime. Ce qui se passe, c'est que la condamnation est possible à partir du moment où le traitement de l'État israélien pour ces actes terroristes similaires, voire catastrophiques, parce qu'avec la puissance d'une armée moderne, trouve des conséquences réelles pour la vie des Palestiniens. Parce que les mots qu'on utilise pour condamner
l'annexion de Jérusalem, la colonisation de la Cisjordanie sont restés à l'état de mots. On est d'accord là-dessus, mais une condamnation ne peut pas être conditionnelle. En tout cas, ça ne peut pas être conditionnel, non. Jean-Luc Mélenchon a appuyé ce communiqué avec une déclaration qui, elle aussi, a été jugée complaisante par Elisabeth Borne. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifier nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Ces propos-là aussi, vous les jugez choquants? Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce une instrumentalisation de ses propos par la Première ministre qui chercherait à mener une guerre contre la LFI. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, justement, de la majorité de la droite de tordre les mots et les déclarations de la LFI? La condamnation semble quand même claire, là, de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors, deux choses. Premièrement, évidemment qu'il y a une instrumentalisation. De toute manière, le conflit israélo-palestinien, c'est toujours une occasion d'instrumentalisation politique en France, depuis toujours, et depuis récemment encore plus. Et c'est absolument d'un cynisme épouvantable. Et la droite utilise l'actualité pour s'en prendre à la gauche, vice-versa, etc. Là, évidemment qu'il y a une instrumentalisation contre LFI, pour dire, voilà, LFI est antisémite, etc. etc. Non, c'est pas du tout mon propos. Et c'est pas du tout de dire ça. Et la LFI et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas antisémites. Non, ils ne sont pas antisémites. Ils ont par contre tenu des propos par le passé qui sont très problématiques vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis d'Israël. Mais enfin, LFI n'est pas un mouvement, à mon sens, qui est antisémite ou quoi que ça. C'est pas mon propos, encore une fois. Mon propos n'est pas de dire ça. Et je trouve que l'instrumentalisation de la droite et du gouvernement de toute cette histoire est assez cynique. Et en tout cas, moi, je ne fais pas du tout mienne cette instrumentalisation. En revanche, encore une fois, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, là, c'est vrai. Mais dans un premier temps, il faut entendre des mots totalement fermes et définitifs sur le Hamas, organisation terroriste que la gauche doit absolument renier et combattre du point de vue intellectuel. On peut pas laisser une ambiguïté dans l'idée qu'il puisse y avoir une forme de légitimité aux actions du Hamas. Et c'est ça, moi, que je regrette dans la position de l'FI, c'est ne pas avoir été plus ferme là-dessus. D'autre part, et on y reviendra peut-être, mais quand Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet, s'en prend au CRIF, parce qu'il y a eu cette organisation d'une marche de soutien à Israël après ces attentats, moi, ça me pose un problème aussi. Je ne comprends pas qu'après un attentat pareil, un homme politique de premier plan, qui, je rappelle quand même, représente la première force de gauche, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé pas loin du second tour de la présidentielle. C'est aujourd'hui la principale figure de gauche dans notre pays. Que le lendemain ou quelques jours après l'attentat le plus meurtrier qu'a connu Israël de son histoire, en tout cas dans une journée, il puisse y avoir mettre en cause comme ça le CRIF, le lié à l'extrême droite, etc. Moi, c'est pareil, ça me pose un problème. Quand on est français juif et qu'on entend ce discours-là, on peut être légitimement choqué. Parce que d'autant plus que lors de cette marche, je ne sais pas si on avait prévu d'y revenir, mais lors de cette marche pour Israël, le CRIF a été très clair, ne voulait pas de l'extrême droite dans cette marche. Il y a eu des ratés avec Éric Zemmour, notamment, et des députés d'extrême droite. Mais Éric Zemmour qui est arrivé après que tout le monde était parti, à la fin, il faut bien le préciser, que c'est désolant, que ces députés d'extrême droite, que Éric Zemmour ait pu être acclamé par certains français juifs, moi, m'arrache le cœur, me désole profondément. Mais enfin, le CRIF, Jean Messia, qui avait essayé de venir plus tôt dans la manifestation, a été expulsé. Le CRIF a été très clair, on ne veut pas de l'extrême droite dans cette marche. Donc ça, je trouve que de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a été injuste vis-à-vis du CRIF, et je trouve que s'en prendre au CRIF, qui est quand même une des principales institutions qui représente les Français juifs, moi, ça, si vous voulez, ça me pose un problème, surtout venant d'une personnalité de gauche aussi influente et importante que Jean-Luc Mélenchon. Paul, le lien entre le CRIF, l'extrême droite, ce rassemblement soutien à Israël, et que Éric Zemmour a rejoint, acclamé par une certaine partie effectivement de la foule, tu aimerais en dire quelque chose ? Moi, que les organisations représentatives ou qui se disent représentatives des Français juifs veulent organiser une manifestation de soutien à l'État israélien me semble normal, puisque cohérent avec leur objectif et leur... surtout le fait que le CRIF n'a pas toujours été une organisation de soutien aussi unilatérale à l'État d'Israël, mais qu'elle l'est depuis quelques années, et que du coup ils sont en cohérence avec leur position. Ce qui m'a interpellé dans les images qu'on a vues avec Éric Zemmour, c'est les cris de « Israël vivra, Israël vaincra », qui rappellent
finalement, de quoi on parle. L'instrumentalisation actuelle des propos de LFI pour pouvoir condamner le débat est, à mon avis, la preuve de l'absence totale de sincérité des gens qui demandent aujourd'hui, derrière le déluge émotionnel, de nous faire avaler la couleuvre qui est demander, encore une fois, aux Palestiniens de mourir en silence. Je pense que, donc, du coup, dans ce contexte, ce cri de Israël vivra, Israël vaincra annonce la couleur. La vraie question du suprémacisme, c'est de dire que, de toute manière, en raison du fait qu'il y a une implantation coloniale aujourd'hui sur le territoire de la Palestine, le droit inaliénable des personnes vivant là-bas, de vivre là-bas, ne connaît aucune limite, et que, du coup, la violation du droit international, que les crimes de guerre, etc., ne seront jamais punis, et que le but, c'est de vaincre, c'est-à-dire de détruire l'adversaire et de détruire le peuple palestinien. Donc, encore une fois, moi, je ne vais pas commenter ce qu'a fait le CRIF ou pas, les manifestations et les réactions, encore une fois, émotionnelles des personnes qui connaissent des victimes et qui connaissent des personnes qui sont tombées ou qui sont kidnappées, je les comprends. Humainement parlant, personne ne voudrait se retrouver dans une situation telle qu'elle est. Je dis encore une fois, par contre, que je me refuse de réécrire cette histoire du mouvement anticolonial palestinien en une notion floue de terrorisme qui a pour but d'être ahistorique, purement émotionnel, et qui permet ensuite de faire des chasses aux sorcières dans la classe politique française. Parce que je rappelle que ce qui est reproché au communiqué de la France Insoumise, c'est de se positionner sur le terrain des faits, du droit, et pas de la condamnation purement émotionnelle qui vise une seule chose, à empêcher qu'on pose le débat de la question de l'impunité de l'État d'Israël. Parce qu'encore une fois, on nous dit, oui, il faut condamner, mais à chaque fois, on doit d'abord condamner, et puis il ne se passe rien. Encore une fois, c'est ça le problème. Moi, je ne dis pas que je soutiens, j'ai été horrifié comme tout le monde quand j'ai vu ce qui s'est passé. D'autant plus que je me suis dit, mais la répression va être terrible. Moi, j'appelle mes amis en Palestine pour savoir, mais vous, comment vivez la situation, etc. La question, quand même, c'est de dire, bon, puisqu'il ne se passe rien, aucune avancée, que le peuple palestinien est en train de mourir à petit feu, comment pouvons-nous nous sentir légitimes pour désigner quels sont les interlocuteurs dont les Palestiniens doivent se doter? Je rappelle que le Hamas a été élu en 2006 et que le résultat des élections n'ayant pas été satisfaisant pour Israël et pour la communauté européenne, on a refusé de le reconnaître, ce qui a amené la prise du pouvoir par la force du Hamas à Gaza. Que les élections ont systématiquement été ensuite reportées en Cisjordanie et à Gaza, à tel point que le gouvernement corrompu de l'autorité palestinienne règne comme un policier du gouvernement israélien au sein de la Cisjordanie. Je rappelle que toutes les voies pacifiques, toutes les voies démocratiques, toutes les voies civiles et non militarisées qui ont été essayées ont été littéralement détruites par la force des bots. Et que dans ce contexte, essayer tout d'un coup de réécrire l'histoire en nous expliquant qu'il s'agit juste de la pure violence sans aucun sens, sans aucune histoire, sans aucune raison, est un instrument dégueulasse. Ça n'empêche en rien, si, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. On peut condamner, ensuite recontextualiser. Je vais donner un exemple sur la gauche. Le NPA a organisé son communiqué et les termes qu'il reprenne sont en fait finalement les termes très classiques de comment la gauche a soutenu les mouvements anticoloniaux dans les années 70. La grande différence qui se passe, c'est qu'effectivement dans les années 70, quand les mouvements décoloniaux étaient principalement dirigés par des organisations se revendiquant du monde marxiste ou socialisant, il était plus facile pour les organisations de gauche de les soutenir. Bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas du fait que la couleur politique de ces organisations est une couleur islamiste et qui n'est pas dans l'espace occidental. On reproche à NPA un communiqué pro-palestinien. C'est même pas un communiqué pro-Hamas. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, était sur BFM TV il y a quelques jours. Et quand il a parlé du communiqué du NPA, il a dit qu'ils avaient porté plainte pour apologie de terrorisme. Ouais. Et il a dit, de toute manière, lorsque l'on reconnaît qu'il s'agit d'actes terroristes, il ne peut pas y avoir de mais, de questions ou de raisonnement. Il faut se plier à la condamnation. Et Olivier Besancenot, juste... Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, en substance, vous regarderez les règles. L'Union des étudiants juifs de France. Et j'entends ce qu'il dit. Je dis juste que du coup, on voit que le but, c'est d'empêcher de recontextualiser, comme vous le dites. C'est d'empêcher de pouvoir rappeler les responsabilités. C'est juste de faire en sorte que le mot terrorisme efface toute situation. Et quand on efface la situation, on laisse mourir les Palestiniens. C'est ça, la réalité. C'est important quand même de rappeler la réponse d'Olivier Besancenot à ces accusations d'apologie du terrorisme. C'est quand même pas rien. La seule apologie dont nous sommes coupables est celle de notre soutien indéfectible pour la lutte du peuple palestinien
contre la colonisation d'Israël. On est tous les trois d'accord sur ce point. Bien, Olivier Besancenot ajoute une chose aussi, il dit qu'il condamne, il condamne ce qui s'est passé et la mort de civils, ce qui n'était pas dans le communiqué du NPA. Donc Olivier Besancenot a eu une réaction que j'ai trouvée meilleure, même si pas à la hauteur évidemment, mais voilà. Mais le communiqué du NPA était une honte absolue. C'est-à-dire que c'est un communiqué qui... Alors attends, moi je viens après parce qu'il y a un député de droite qui a demandé la dissolution du NPA. Et moi c'est pas du tout ma position, qu'on soit très clair. Au moins c'est cohérent. Voilà, c'est très clair, etc. Mais en revanche, ce communiqué du NPA justifie totalement ce qui s'est passé. Absolument ne condamne pas et dit que ça, ça s'inscrit dans le contexte de la résistance palestinienne face à Israël. Donc ça veut dire que c'est une action légitime en sous-texte, ce qui est inadmissible. Encore une fois, c'est vous qui dites ça. Je reviens au principe de la gauche historique. Alors, vous pourriez me dire que Sartre a parfois eu, sur la question coloniale, des mots tout à fait durs, notamment tuer un Européen, c'est libérer un colonisé et se débarrasser d'un colon. Je crois, je veux pas, voilà. Bon, Fanon explique que la colonisation en sauvage le colonisait comme le colon. Oui, d'accord, mais Fanon ne disait pas massacrer les civils, kidnapper les enfants, à ma connaissance. Et Jean-Paul Sartre ne disait pas ça non plus. Et quand Jean-Paul Sartre parle de tuer un Européen, etc., c'est aussi dans une perspective littéraire, etc. Et puis c'est Sartre qui avait aussi ses excès. Puis Sartre était un soutien du régime totalitaire de l'URSS. Donc on peut aussi critiquer plein de choses chez Sartre. Mais encore une fois, la fin ne justifie jamais les moyens. L'humanisme à gauche a toujours été dans les luttes de libération, dans les luttes anticoloniales, dans les luttes progressistes. La fin ne justifie jamais tous les moyens et il y a des règles de base qui sont en fait les règles de notre humanité commune. Mais tout le monde condamne. Tout le monde condamne. Eh bien non, le NPA ne l'a pas fait. Parce que la seule chose qu'a fait la gauche et la FI, gauche de la FI au NPA, c'est de refuser la réécriture du mouvement palestinien en une organisation terroriste ahistorique. Mais c'est pas ce que personnellement moi je fais. On parle du Hamas. On parle pas de tous les mouvements palestiniens. On parle mais c'est du faux Hamas. D'ailleurs, dans la presse française, vous parlez tout le temps du Hamas. Le Hamas et on parle pas des factions palestiniennes. Le Hamas est un mouvement fasciste. Regardez la charte historique hors contexte et n'a aucun sens. Mais genre ça. Mais c'est un mouvement d'extrême droite fasciste. C'est un mouvement lisez le mouvement, une charte antisémite. C'est un mouvement lisez la charte du Hamas. Regardez la politique qui est menée par le Hamas, notamment à Gaza, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre, je l'ai dit au début, mais il y a un certain nombre de Gazaouis qui sont en opposition totale avec le Hamas. Donc ça, c'est important de le dire. Et ça ne remet pas en cause, encore une fois, du tout les crimes du gouvernement israélien et la manière dont ça permet de faire qu'il n'ait absolument aucune conséquence avec la politique qui est menée et l'extrême droitisation de ce gouvernement. Les déclarations de Netanyahou ne font pas l'objet de condamnations unanimes. Quand il dit « Je promets d'utiliser toute la puissance de Tsahal pour détruire toutes les capacités du Hamas et faire de ces cages des ruines », il demande à la population de Gaza de partir où sachant que l'Égypte a fermé ses frontières. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, animalise les populations de Gaza et ça ne provoque pas le même émoi et la même indignation de ces partis. Mais parce qu'on l'a toujours accepté. On l'a toujours accepté, l'animalisation des Palestiniens. Vous avez des citations de l'ensemble des dirigeants palestiniens en fonction des israéliens, en fonction des époques, qui comparent les Palestiniens à des animaux. Vous avez Ayelet Sheked, ministre de la Justice en 2014, qui nous explique que les femmes palestiniennes ne donnent pas naissance à des enfants, mais à des serpents. Et beaucoup de voix en Israël ont condamné ces propos. Mais on s'en fout des condamnations. La question, c'est que les gens meurent. Voilà. Moi, je ne vois pas répondre à mes amis palestiniens. Oui, on a condamné. On a envoyé un tweet. On a parlé de la condamnation. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de l'animalisation et le fait que l'objectif fondamental, c'est de dire de toute manière, les vies des Palestiniens ne comptent pas et nous mettrons les moyens militaires nécessaires pour en finir avec ce qui se passe. L'objectif de certains, pas de tout le monde. Je suis désolé, il y a une gauche israélienne. Mais la gauche israélienne de 47 à 77 a été... Aujourd'hui, en Israël, il y a un mouvement de gauche qui est très présent, qui dit exactement le contraire de ce que vous dites, qui s'oppose radicalement à Benjamin Netanyahou. Vous avez mais qui ne remet en cause en rien les situations coloniales, c'est faux. Mais attendez, vous avez des centaines de milliers d'Israéliens qui sont allés dans la rue pour s'opposer à la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou, qui est
c'est une mesure gravissime qui remet en cause tout l'édifice de l'état de droit israélien et qui est, je dirais même, une remise en cause de l'idéal sioniste et de tous les principes en fait qui étaient au départ dans la création de l'État d'Israël. Donc c'est d'autant plus grave quand on est juif ou quand on est attaché à l'État d'Israël. Moi je le dis et je n'ai pas le problème à le dire, mais vous ne pouvez pas dire que c'est uniforme. Et qui ne remettent pas en cause la question coloniale. Non, c'est pas vrai. Il y a certains mouvements ultranationalistes, il y a un gouvernement qui se radicalise depuis des années, en effet, qui mène une politique criminelle, annexionniste, coloniale, qui est à condamner ouvertement. Et vous avez, là où on est d'accord, c'est qu'il n'y a pas de solution. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et que là où je comprends votre point de vue, c'est quand vous dites finalement, quand il y a des protestations pacifiques, quand on essaye de changer les choses par des moyens, voilà, et il ne se passe rien. Et je comprends tout à fait que là-dessus, il y ait évidemment un drame et une frustration incroyable, surtout quand on habite à Gaza et qu'on est soumis au bombardement en permanence. Vous avez rappelé qu'il y a 250 Gazaouis qui sont morts depuis le début de l'année, dont des enfants. Et il faut le dire et il faut le condamner. Vous avez raison de dire que c'est que des mots, mais enfin, c'est pas nous là ici qui allons résoudre ce conflit, si vous voulez. Donc, on parle de la condamnation et le fait qu'il y ait un 2 poids 2 mesures en France. C'est évident qu'il y a, on a parfois le sentiment que toutes les vies ne se valent pas, mais ce n'est pas un prétexte pour faire le contraire. Et pour dire finalement une vie palestinienne vaudrait plus qu'une vie israélienne. Et que finalement les morts de l'attentat du Hamas, finalement, serait, comment dire... se compenserait ou serait dans la contextualisation qui fait que, bah voilà, c'est comme ça. Non. Les images qu'on a vues, elles sont atroces, elles sont abominables. On a vu des crimes de guerre qui sont au-delà du condamnable, et ça, il ne faut jamais s'habituer à ça, et en aucun cas, il faut le relativiser. On s'est habitué à ça, on a laissé les Palestiniens dans cette situation quotidienne, on s'est habitué à ça. Donc, dans ce cadre-là, je ne pourrais pas, moi personnellement, exiger des Palestiniens qui meurent en silence et leur donner et leur dicter des leçons sur la manière dont ils doivent s'organiser. Et puis, quand on parle de la situation, il est extrêmement facile de tenir Benjamin Netanyahou comme responsable de tout. Okay. D'abord, oui, c'est un homme politique qui a mené à son paroxysme le projet suprémaciste colonial en Israël. Il s'est appuyé sur les pires fractions des partis de colons en Cisjordanie, etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais de 47 à 77, c'est la gauche travailliste israélienne qui a gouverné ce pays. Et de 47 à 77, la colonisation a déjà commencé. Largement en 67, elle s'est étendue au-delà de la ligne verte. En 47, la création s'est organisée par, encore une fois, l'exil de centaines de milliers de Palestiniens qui sont aujourd'hui des réfugiés apatrides dans tous les pays limitrophes, sur des massacres également. Je rappelle également que les groupes, si on parle d'actions terroristes, il faudrait peut-être rappeler l'historique, à savoir le fait que l'Irgun et la Haganah sont des groupes qui ont pratiqué des actions terroristes, y compris auprès de populations civiles, et qu'à l'époque, effectivement, parce que c'était lu comme un mouvement de libération nationale, selon les mots de Begin, qui va devenir Premier ministre israélien en 77, il était considéré comme une lutte qui faisait partie de la complexité des débats qu'on a quand on regarde un conflit, pas comme un conflit de voisinage, mais comme un conflit colonial. Et encore une fois, personne à gauche en France ne se satisfait de la mort de... Ce qui est refusé par le NPA et la France insoumise, c'est de réécrire l'histoire du conflit pour pouvoir en justifier les fins. Et les fins dont on parle, c'est le siège de Gaza et le massacre probable de sa population qui a lieu actuellement. Alors, Jérôme Guedj, un député PS, entend quitter la NUPES. Anne Hidalgo a déclaré ceci: suivre Jean-Luc Mélenchon est une impasse. C'était vrai hier et ça l'est aujourd'hui. Ses positions contre Israël et son refus de condamner l'organisation terroriste Hamas sont insoutenables. Le Parti socialiste ne peut pas continuer à se perdre. Il ne peut y avoir d'espérance et de victoire dans le déshonneur. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, rassure Fabien Roussel, mais je regrette qu'il n'ait pas une position claire sur ce qui se passe en Israël. C'est à lui de quitter la NUPES. S'il ne s'y retrouve pas, on l'écoute. Je crois que sur ce drame qui se passe là aujourd'hui au Proche-Orient, la position du Parti communiste français, du Parti socialiste, d'Europe Écologie est claire. Et nous avons ensemble condamné un acte terroriste et nous l'avons dit comme tel. Je regrette que Mélenchon quelques députés insoumis, c'est pas tout le monde, et je fais la distinction entre eux et l'ensemble des militants insoumis, n'ont pas eu cette position claire. Je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon de clarifier
sa position et de clarifier ses rapports avec les autres forces de gauche. Il vous embête à chaque fois qu'il parle. Non, il ne nous aime pas, il tient, puisqu'il l'a exprimé comme ça, il ne nous aime pas, il n'est pas clair sur des sujets qui devraient normalement rassembler toute la gauche, eh bien que lui prenne sa décision, et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. Fabien Roussel, donc secrétaire national du PCF, qui lui pourtant le PCF a toujours soutenu de manière inconditionnelle la Palestine, trouve aussi que Jean-Luc Mélenchon est ambigu, comme le pense aussi Elisabeth Borne ou encore Olivier Dussopt. Alors là, on revient, mais il faut le faire, à la politique politicienne française. Et encore une fois, la manière dont ce conflit est constamment instrumentalisé entre les partis politiques. Et là, en plus, c'est au sein de la gauche, ce qui est un peu nouveau dans cette dimension-là. Il est tout à fait possible qu'il y ait un avant et un après, on va dire, ce communiqué LFI et plus globalement cette actualité-là à gauche, parce qu'il est incontestable qu'il y a des divergences profondes, encore une fois, dans la réaction à ce qui s'est passé. Quand on compare entre le PS, ELV, le PC et LFI, en effet, il y a une divergence profonde par rapport à ce qui s'est passé. Jérôme Guedj a été une des voix les plus vocales pour exprimer son désarroi et le fait qu'il était scandalisé par la position de LFI. Fabien Roussel, lui, est, je pense, beaucoup plus opportuniste parce que Fabien Roussel est en plus, je crois, est un avocat de longue date de la cause palestinienne et n'avait pas ce type de je sais pas comment dire, de réaction auparavant. Donc je pense que du point de vue Fabien Roussel, c'est clairement de l'opportunisme. Encore une fois, il est dans son aventure personnelle pour essayer de devenir la figure majoritaire à gauche. Bon, bonne chance à lui pour ça, parce qu'à mon avis, c'est quand même pas tout à fait bien parti. Mais enfin, il utilisera toutes les stratégies pour y arriver. En revanche, oui, il y a un problème à gauche par rapport à ce sujet-là. Il faut le regarder en face. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'asseoir autour d'une table comme on le fait là ? Alors oui, ça aurait été bien, mais à partir du moment où LFI finalement a dégainé ce communiqué, il aurait pu y avoir une sorte de communiqué commun, par exemple de la NUP. Je pense que ça aurait été intéressant. Évidemment, il aurait été très différent du communiqué de LFI. On peut en être certain. Parce que le communiqué du PS est aussi pauvre en termes de condamnation de ce que fait l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens depuis des décennies. Certainement, et sans doute, du coup, un compromis aurait pu être trouvé. Néanmoins, je pense qu'on peut considérer qu'il y a un avant et un après ce qui s'est passé. Moi, je vois un peu les réactions de tout le monde à gauche, et on voit bien que là, il y a des mots de plus en plus durs qui sont utilisés. Anne Hidalgo a eu des mots très durs, d'autres encore sont extrêmement durs vis-à-vis de LFI, etc. Déjà que, on va dire, les tensions couvent depuis des mois et des mois. Est-ce que la situation aujourd'hui, c'est un petit peu la goutte de trop qui va faire déborder le vase? C'est possible. Et encore une fois, alors il faut s'en désoler quand on espère une alternative à gauche dans ce pays. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est encore une fois que LFI revienne sur ce premier communiqué, tienne sa ligne qui a été prise après les jours d'après, qu'on dise que le Hamas est une organisation terroriste sans argutie ou quoi que ce soit, et qu'on revienne à une situation d'apaisement. Mais je suis pas convaincu que ce soit le cas. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a aussi des lignes qui diffèrent. William Martinet, député LFI, a justement une nouvelle fois tenté de clarifier la position de son parti. Contrairement à d'autres, nous ne faisons pas de différence entre les vies israéliennes et palestiniennes. Il condamne également les crimes de guerre. Je vous propose de l'écouter. Personne dans ma famille politique n'a ni relativisé et encore moins justifié les actes de ce week-end. Ce qu'a fait le Hamas, que ce soit des meurtres ou des prises d'otages, cela relève de crimes de guerre et nous le disons très clairement. Simplement, la différence que nous avons avec certains, c'est que nous considérons qu'une vie israélienne ne vaut pas plus ou pas moins qu'une vie palestinienne et réciproquement. Donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est un crime de guerre et nous le déplorons totalement. Et ce qui est en train de se passer en ce moment même
dans la bande de Gaza. Je parle des bombardements massifs de l'armée israélienne qui se traduisent par des centaines de morts, y compris de civils, de femmes et d'enfants. C'est aussi un crime de guerre. Donc je pense que c'est très important dans ce conflit de s'opposer à l'escalade meurtrière et de rappeler à tous les partis que la seule solution, c'est la voie de la négociation et de la paix, et que le sujet de fond, c'est évidemment celui du respect des résolutions de l'ONU et du droit, notamment des Palestiniens, à disposer de leur pays. Effectivement, sur ce dernier point, est-ce qu'on ne peut pas regretter que la gauche, donc le PS, notamment, la majorité, on n'en parle pas, n'invoque pas suffisamment le droit international qui garantit justement les droits des deux peuples et qui encourage finalement la coexistence de ces deux peuples en Israël et en Palestine. Bon, moi, je voudrais quand même déjà réagir aussi aux réactions de Fabien Roussel et d'Anne Hidalgo. Leur participation à la croisade macartiste contre la France insoumise est un scandale, c'est ignoble, mais très peu étonnant. D'abord parce que Anne Hidalgo représente les miettes de l'espace social-démocrate. Elle s'attaque à Jean-Luc Mélenchon. Je tiendrai à rappeler que Jean-Luc Mélenchon a fait plus de voix dans le 18e arrondissement que Anne Hidalgo dans tout Paris à la présidentielle, et que peut-être que quand elle parle d'une voie sans issue, elle parle plutôt de son propre destin politique. Deuxièmement, je voudrais rappeler que les sociodémocrates et leurs alliés de circonstance chez les écologistes ont en vérité abandonné la cause palestinienne dans les années 90. À partir d'Oslo, ce qui a été avancé, c'était de se reposer sur le mot de solution à deux États et de respect du droit international pour laisser mourir les Palestiniens sous les coups du régime israélien. Et vraiment, le numéro de claquette qu'il joue de temps en temps lorsque les morts palestiniennes frappent un peu plus l'actualité n'a aucun sens, ni sur place pour les Palestiniens qui ne comprennent pas l'inaction absolue de la communauté internationale, ni pour des organisations politiques qui entendent doivent soit prendre le pouvoir, soit avoir une politique diplomatique conséquente. Je vous rappelle que vraiment, c'est une dissertation avec des mots de condamnation, des mots de douleur, mais qui n'a jamais aucun effet et qui est donc insatisfaisant à tous les points de vue, et je trouve ça dégueulasse. Est-ce que c'était possible d'avoir un communiqué commun de la NUPES ? Je ne crois pas, puisque la fracture, encore une fois, elle n'existe pas sur la base de qui hiérarchise les vies humaines. Encore une fois, le communiqué de la France insoumise parle de toutes les vies humaines, et tout le monde déplore, et qu'il faut arrêter de faire croire qu'il y a des gens qui ne déplorent pas la mort d'êtres humains dans des conditions atroces. La question, elle se fait sur la façon dont on analyse le conflit. Si vous reconnaissez que c'est un conflit colonial avec un mouvement de libération nationale, vous ne prenez pas les mêmes positions que si effectivement vous analysez ça comme l'expression du mal absolu, sous la forme d'un terrorisme qui n'est plus une tactique d'utilisation condamnable, mais un principe idéologique qui a pour but qui devrait être condamné par principe, et qui demande surtout de refuser toute question, tout questionnement, toute contextualisation. Et c'est pour ça que le geste de contextualisation a posteriori est un geste vain. Et ce qui va se passer fondamentalement, c'est que le soutien inconditionnel aujourd'hui à l'État d'Israël, du fait de sa proposition de voir la situation comme étant un État agressé, va mener au massacre de la population palestinienne. Et je voudrais juste dire un truc. Peu importe le débat en France sur ça, à la limite, peu importe. La réalité, c'est quoi ? C'est que sur le territoire, toutes les organisations palestiniennes non armées, c'est-à-dire pas celles qui possèdent des branches militaires, ont, d'une manière ou d'une autre, pris position sur la question. Et d'une manière ou d'une autre, estimé qu'il ne s'agissait pas uniquement de terrorisme, mais qu'il s'agissait pour eux d'une forme de résistance de leur peuple. Je ne dis pas que c'est mon avis, je dis que les populations palestiniennes ont manifesté de façon assez massive en Cisjordanie leur soutien aux offensives. Que la façon dont les peuples palestiniens analysent la situation est très différente. Quand vous regardez la presse palestinienne, et je ne parle pas des presses politiques tenues par les organisations politiques, les mots qui sont utilisés, la façon, le cadre d'analyse est radicalement différent, et que ce n'est pas uniquement le cas du peuple palestinien. Vous avez énormément de pays d'Arabes dans la région, et de pays d'Amérique latine, par exemple, et de pays d'Asie qui sont généralement quand même beaucoup plus discrets sur ces questions-là, qui prennent position, qui reconnaissent par exemple aussi le Hamas comme une organisation qui a le gouvernement légitime de Gaza. Je vous rappelle qu'un certain nombre de dirigeants sont reçus comme des ministres, etc. Et que du coup, le conflit de normes, le conflit de reconnaissance sur la façon dont on qualifie l'organisation est aujourd'hui gommé par notre vision occidentalo-centrée, et qu'en vérité, elle n'est pas à la hauteur également de comment se pose ce débat à l'intérieur de l'espace-monde, qui a connu des luttes tiers-mondistes, qui a connu des luttes décoloniales, et qui n'a pas le discours, et qu'encore une fois, on retrouve d'une part le monde occidental en donneur de leçons, et d'autre part,
Nous sommes victimes de nos propres actions. Parce que si le droit international aujourd'hui n'a aucune valeur, s'il n'est qu'un mot, s'il ne s'applique que dans des conditions où les rapports de force matériels existent, c'est parce que le monde occidental l'a systématiquement malmené, pas appliqué, contourné. Et dans le cas d'Israël, a assumé le fait que construire son impunité n'était pas grave et que la seule conséquence, c'était que des Palestiniens meurent, ce que tout le monde avait oublié depuis les années 90 et le processus d'Oslo qui a été un échec total et retentissant. On va terminer avec vous, Mathieu Slama. Alors, deux choses, vraiment le plus rapidement possible. La première chose, c'est que vous avez raison, le Hamas est vu très différemment en dehors de l'Occident qu'en Occident. Et vous avez raison aussi de dire que parfois l'Occident a cette tendance à se croire le centre du monde et à croire que ses valeurs sont universelles, etc. Je suis d'accord. Néanmoins, le Hamas a été un des ministres du Hamas a été reçu par exemple en Russie, qui est une dictature. Vous admettrez que ce n'est pas forcément un modèle et que le chef du Hamas ne vit pas à Gaza, comme vous le savez, il vit au Qatar. Le Qatar est aussi une dictature, une théocratie, un lieu où les droits de l'homme sont bafoués à peu près chaque jour qui passe. Donc, ce que je dis simplement, c'est que cet argument, je l'entends, mais il marche aussi... Tout comme en Arabie Saoudite, qui est un pays allié de la France. Tout à fait, l'Arabie Saoudite, voilà. Donc, c'est ça que je veux dire simplement, c'est... Et la réaction du président colombien, par exemple. Oui, vous avez raison, mais ça ça marche dans les deux sens, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Vous dites, à juste titre, que la cause palestinienne est en train d'être abandonnée, notamment par les forces de gauche. Et là-dessus, je serais presque d'accord avec vous. Quand on voit notamment la position qui a été celle de François Hollande quand il était au pouvoir, qui était censé représenter la gauche, et aujourd'hui les forces de gauche qui existent, il est évident que la cause palestinienne est beaucoup moins forte qu'elle a pu l'être il y a quelques décennies. Donc là-dessus, je partage ce constat. Ma question que je pose de manière générale, qui est une question rhétorique, c'est que croyez-vous qu'il va se passer après cet attentat du Hamas? Croyez-vous que la cause palestinienne, le soutien à la cause palestinienne va s'améliorer, notamment en Occident? Croyez-vous que la cause palestinienne va trouver plus de soutien du point de vue des forces progressistes? Est-ce que le Hamas fait du bien à la cause palestinienne? Moi, je crois le contraire. Je crois que le Hamas est le pire ennemi de la cause palestinienne et le meilleur allié du gouvernement d'extrême droite israélien. L'ennemi pratique. Voilà. Et je crois très sincèrement que la cause palestinienne ne fera que perdre de plus en plus de soutien à mesure que ce type d'actions sont menées. Je rappelle que le Hamas... soutien des gouvernements, mais les peuples peut-être des opinions... généralement la cause palestinienne. Peut-être des opinions publiques aussi. Je parle aussi des opinions publiques. Aujourd'hui, le Hamas... On empêche les Français de manifester. Alors, je pense que les rues seraient bondées de Français qui soutiennent la Palestine. Je fais un aparté par rapport à ce que vous dites. La manifestation donc, en soutien d'Israël après les attentats a été autorisée. Des manifestations pro-palestiniennes ont été refusées. Ça, c'est pas possible dans un état de droit. Je suis complètement d'accord avec vous. Et ça donne le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Je suis d'accord avec vous. Et donc, on fait rien. Je rappelle... Comme d'habitude. Je finis sur une chose. Je finis sur une chose. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas... En tout cas, le terrorisme est exclu. Je finis sur une chose. Aujourd'hui, le Hamas a des otages. Et quand je dis otages, il n'a pas des prisonniers, a des otages. Et le Hamas, dans son communiqué, aussi a des otages palestiniens. A parlé d'otages. Le Hamas a déclaré que si jamais à chaque frappe qui n'était pas prévenue, toute nouvelle frappe qui n'était pas annoncée préalablement sur Gaza, s'accompagnerait de l'exécution d'un otage. Bon. Ça c'est les méthodes qu'employait Daesh. C'est les méthodes qu'emploient des organisations terroristes. Voilà, ce qui me fait dire que le Hamas est tout à fait comparable. 1 million de personnes sont prises en otage à Gaza. Et c'est pas par le Hamas, c'est par l'État d'Israël. Je trouve que le discours qui est de dire l'autre fait ça, donc c'est acceptable, ce n'est pas possible. Ça n'aide pas la cause palestinienne et ça va empirer les choses. Le Hamas savait très bien que la réaction d'Israël serait sans pitié. Le Hamas savait très bien que Netanyahou répliquerait par des crimes de guerre contre les populations de Gaza. Le Hamas savait pertinemment ça, ou alors vraiment, voilà, mais on sait très bien qu'il savait ça. Donc encore une fois, on est dans la logique du pire, on est dans la politique du pire, ça n'aide pas la cause palestinienne, ni du point de vue humain, et ni du point de vue des opinions publiques. Et ça aussi, ça devrait, vous, en tant que défenseur sincère de la cause palestinienne, ça devrait profondément vous inquiéter. Encore une fois, déjà, l'opération terroriste, si vous voulez appeler comme ça, qui s'est passée le 7 octobre, a été décidée par l'ensemble des factions palestiniennes. Ce que je veux dire, c'est que je ne sous-estime pas le caractère opportuniste de la politique du Hamas.
justement, les chercheurs et les chercheuses, je pense à Leila Serra qui a écrit un très bon livre sur la politique étrangère du Hamas, montrent que le diaboliser en espèce de mouvement islamique sans tête et sans aucun sens est une erreur, parce que pour comprendre le fonctionnement du Hamas et pour le combattre pour ceux qui le souhaitent, il faut le prendre pour un acteur sérieux, un acteur semi-étatique, un acteur qui gère une population, un acteur qui gère la construction de programmes militaires, qui a des relations avec l'Iran, etc., etc. Et qui est financé par l'Iran et qui, dans le cadre d'une coopération militaire, a la possibilité de produire des roquettes grâce au soutien iranien. Donc, si j'essaye de comprendre cette forme opportuniste de la sortie du Hamas de Gaza, avec les conséquences meurtrières qu'il y a eu sur la fête qui était organisée, le festival, c'est justement et de l'opportunisme, sans doute, vous avez raison pour une partie, mais également du désespoir. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une guerre de position, c'est-à-dire une situation où les fronts ne bougent pas et vous êtes perdant, je pense que cette sortie et ces attaques-là sont une manière de réactiver une guerre de qu'on appelle ça, guerre de position, guerre de mouvement. Et si vous voulez, vous dites que la cause palestinienne va en prendre un coup. Ça dépend où dans le monde, je suppose. D'autre part, on verra auprès de quelles opinions. Mais ce qui est vrai, c'est que la cause palestinienne est aujourd'hui sur toutes les télévisions et tout le monde est obligé de parler de ce qui passe. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont au moins rompu avec l'idée qu'ils devaient mourir en silence. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que pensent les organisations palestiniennes. Ce que pensent les organisations palestiniennes quand ils ont agi dans tel. Est-ce que moi, je n'ai encore une fois ni pouvoir ni capacité de faire quoi que ce soit à ce sujet. Vous l'avez dit, j'ai travaillé en Palestine, je suis effectivement un militant fervent de la cause palestinienne, et je me suis contenté de dire que je ne considérais pas être en capacité de dicter aux Palestiniens la façon dont ils doivent agir. C'est la seule chose que j'ai dit. Mais je pense que si on veut être sérieux dans le débat, alors posons ces questions sur cette question. Comment ça se fait? Quel est le but d'une intervention qui est par mer, par terre, qui a été organisée comme extrêmement mise en avant par la propagande télévisuelle du Hamas et la façon très militarisée dont ils ont agi. Ces mises en scène, c'est les symboles qu'ils utilisent, la façon dont ils l'ont fait 50 ans après la guerre, 50 ans après la guerre de Kippour, ça veut dire quelque chose. Et si on le balaye d'un revers de main en disant ce sont juste des Arabes terroristes musulmans complètement intégristes et débiles, eh ben on va perdre la bataille sur la reconnaissance du droit des peuples palestiniens à disposer de lui-même et à vivre en paix. Les Juifs ne seront en sécurité dans le monde que si Israël existe, et on ne peut pas le nier. Et l'État d'Israël doit exister à côté d'un État palestinien. Et une dernière chose, juste en un mot. Moi, je m'inquiète aussi de la sécurité et des Juifs, notamment en France, qui à chaque fois qu'il y a ce type de drame, de situation, etc., subissent l'amalgame tout de suite, les Juifs, le gouvernement d'extrême droite d'Israël, etc., etc. Et encore une fois, l'antisémitisme remonte de plus belle à ces occasions. Et je dis aussi ça, c'est aussi une conséquence de tous ces débats-là. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment une remarque générale. Et il faut aussi avoir des mots par rapport à ça, parce que l'antisémitisme dans le pays monte, et il faut aussi le dire. Et rappeler également que cette extrême droite profondément antisémite, dans son ADN, vient instrumentaliser ce conflit en marchant aux côtés des Français de confession juive. On va conclure. Je voulais juste revenir sur une analyse de Bertrand Badi, qui aurait pu nous mettre tous d'accord, qui est quand même un expert des relations internationales et qui est chroniqueur aussi aux médias, et qui a également, bien évidemment, son analyse de cette incursion, de cette offensive du Hamas que vous avez en cours et que j'ai également étudié dans le cadre de mes études. Il expliquait que la peur était une constante dans les relations internationales et que créer du désordre était un moyen, et créer même du chaos était un moyen de provoquer un nouvel ordre. Si on tentait de comprendre pourquoi cette agression soudaine et inattendue, effectivement, pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, messieurs, pour vos précieux éclairages. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Fond de l'Info. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition et à très vite à la télé. Mais cela ne peut se faire sans vous. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank, disponible dans la description de cette vidéo ou sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui bousculera la télévision.